Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission du Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. José, nous allons introduire certaines pointes d'humour aujourd'hui à l'occasion. Oh, Oui. j'avais pas prévu ça. Je me demande comment vous allez faire avec le sujet qu'on a. C'est ça mon questionnement. Ah, surprise, tu verras. Ça fait plaisir. Vraiment, ça fait partie des plaisirs que j'ai à travailler avec vous. Je ne sais jamais à quoi m'attendre. Des fois, j'arrive de bonne humeur, je ressors en maudit. Des fois, je pense que ça va être sérieux, puis je ris. Ah non, mais c'est vrai. Je ne m'ennuie guère. Écoute, cette attitude-là corrèle directement avec la pérennité de notre couple. N'est-ce pas bien dit? Alors, nous commençons sur un ton plutôt élevé. Oui, vous avez bien raison. Non, vous avez bien raison. Il n'y a rien de plus plate que la routine. Ben, ça dépend pour qui. Alors, il y a des femmes, effectivement, qui aiment une certaine modulation dans les attitudes du partenaire afin de maintenir une certaine réactivité. Oui. Oh, écoute, je me reconnais. Oh non, j'aime ça, continuer. On va faire des conférences sur les relations de couple. Un matin, là, écoute, bon, je sais pas quelle mouche sur laquelle j'ai dormi cette nuit. Vous êtes poète, là. Non, mais j'ai fait la même chose sur Sherbrooke, ça n'a pas de bon sens. Là, non, mais à un moment donné, je vais me gêner. Alors oui, revenons à nos moutons. Oui. Parce que là, nous improvisons. Oui. Non, mais c'est un sujet sérieux. Ah, ben, c'était peut-être là le petit moment agréable et coquin. Il va en avoir d'autres. On va en amener. Nous verrons bien. Je vais faire du Doc Mayou. Page 3, journal Le Soleil. Non, mais OK. On rit, mais c'est pas drôle. C'est un c'est un de vos collègues? Oui, un collègue psychiatre. Un collègue psychiatre. Que je connais bien, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui a donné des conférences, qui est bien connu au Québec. Docteur, est-ce qu'on dit Wallot ou Wallo? Wallo. Docteur Hubert Wallo. Je crois qu'il est belge d'origine. OK. Alors, lui, c'est un psychiatre et il fait une dénonciation. Là. C'est page pleine dans le journal Le Soleil. Oui. Et il va raide, là. Il croit que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS, de la capitale nationale, est en train de faire renaître l'asile qu'on croyait être du passé. Et il a donné une entrevue, puis là, il rappelle qu'au cours des dernières années, il y a des hôpitaux généraux qui ont vu disparaître progressivement leur département de psychiatrie, comme l'Hôtel-Dieu de Québec, des hôpitaux de Saint-François d'Assise, Jeffrey Hale, Enfant Jésus, qui n'ont plus de lits courte durée en psychiatrie. Un peu plus de la moitié des lits de l'Enfant Jésus ont été transférés temporairement également. L'ancien asile Saint-Michel-Archange. En tout cas, bref, il nous énumère tout ça. On a appris la semaine dernière que l'urgence psychiatrique de l'hôpital du Saint-Sacrement va fermer ses portes en novembre. En tout cas, bref, ça arrête pas. OK, ça ferme. Et là, je me suis dit, va falloir en discuter parce qu'il doit y avoir des gens très insécures, là. Parce que la maladie mentale, elle ne faiblit pas, là. Oh! Et quel mot viens-tu d'utiliser? La maladie. Oui, ça se dit plus, ça. On dit des troubles mentaux. Non. La maladie mentale ou la maladie psychiatrique, la maladie. Oui. Sais-tu où le bas blesse? Il y a 30 ans, on a sorti maladie psychiatrique ou maladie mentale du langage afin de ne pas stigmatiser les personnes atteintes. Et on les a regroupées sous le vocable santé mentale. Ça va pas ensemble, hein? Non. Quelqu'un qui est en santé, il n'est pas malade. Puis la promotion de la santé mentale, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. La psychiatrie, c'est le diagnostic et le traitement des troubles mentaux et des maladies mentales. Et il y en a. C'est ça, la psychiatrie. Yeah. On a éliminé... À un moment donné, je suis arrivé, moi, dans mon hôpital, et au-dessus de la porte, c'était service de santé mentale. J'ai pas dit un mot. Parce que le monde était fin avec moi. J'étais fin avec eux. Vous vouliez pas faire de trouble, là. Mais la petite plaquette au-dessus de l'entrée de salle d'attente, bureau de l'infirmière et le mien, il y avait une entrée au bout d'un corridor.
service de santé mentale. C'était un service psychiatrique, pas santé mentale. On ne faisait pas la promotion de la santé mentale. Et ça a été le début d'un dérapage, d'un lent dérapage. Et là, Hubert fait un constat. Exact. Bon, maintenant, ceci étant dit, il y a... Écoute, je vais commencer par me vanter un peu, si tu me permets. Tu sais que j'ai pas l'habitude. Ben non, mais c'est ça, je vous disais tantôt pendant la pause. Tout le monde connaît ma modestie proverbiale. C'est rare, là. On va enregistrer ça, là. Bon, la semaine dernière, et vrai comme t'es là, c'est pas une joke, là, le président du CIUS MCQ pour le centre du Québec. Oui. Okay. Mauricie, centre du Québec. Mauricie, centre du Québec, tout le centre du Québec, la lisière de la Tuque ligne américaine, là. Ouais. On traverse le fleuve. Ça s'appelle, il y a un CIUS, là, dans cette bande-là, et c'est CIUS MCQ, Mauricie, centre du Québec. M. Beaumont passe devant mon bureau et j'étais en avance. J'attendais le prochain patient. En avance, oui. Il m'arrive régulièrement d'arriver plus tôt pour être en avance et non pas arriver plus tard pour être en retard sur mes patients. J'ai toujours haï ça. Alors, service public, le psychiatre arrive avant les patients. Bon. Et il me dit quelque chose. Il était dans la porte. Ben, je dis, venez vous asseoir, tirez-vous une bûche. Tu sais, on est accueillants, nous autres, au lac. Alors, il rentre avec son nouveau vice-président, son nouvel adjoint à la présidence, et il s'assoit. Et là, après quelques minutes, à brûle pour point. Ouais, il dit, docteur Mailloux, il dit, je sais que vos patients vont pas souvent à l'urgence de Trois-Rivières. Ben, j'ai dit merci de le reconnaître. C'est la première fois qu'on reconnaissait, parce que moi, je le sais, ça fait 29 ans que je suis là, puis ça fait au moins 25 ans que je sais que mes patients vont moins à l'urgence que les patients de d'autres psychiatres. Puis il n'y a jamais personne qui avait mentionné ça. OK. En tout cas, il y a une logique. Ça doit être parce qu'ils sont bien suivis, là. Bon, ça s'appelle psychiatrie communautaire. Alors là, Hubert, s'inquiète. Garde bien le lien. Hubert s'inquiète de la fermeture des lits et du transfert des patients à l'ancien Robert Giffard. Et maintenant, ça s'appelle l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Bon, c'est un institut psychiatrique, c'est l'ancien Robert Giffard. On espère que les psychiatres, comme moi, fassent comme moi et traitent le plus possible les patients dans la communauté au lieu de les hospitaliser. Ça se fait. Oui. Bon, je l'ai fait depuis 29 ans. Ça se fait. Maintenant, ça exige l'utilisation, pour le tiers des patients qui souffrent de schizophrénie, d'utilisation de doses plus élevées que la moyenne, que les doses usuelles utilisées. OK. Tu me vois venir? Oui. Ça, pourquoi j'ai été maltraité pendant 11 ans de temps par Mario Deschênes, le syndic adjoint du Collège des médecins. J'ai jamais lâché parce que j'ai considéré que les résultats que j'avais obtenus justifiaient ce que je faisais. Oui. Et là, le président, écoute, ça m'a fait un velours. Je comprends. Là, vous êtes assez battu pour ça. Ben, puis il me dit ça spontanément. J'ai dit merci de le reconnaître. Oui. Alors, mais la psychiatrie communautaire, ça se fait. Mais je vais vous amener à un autre point. Je t'écoute. À partir du moment où le patient est dans votre bureau, admettons là, que tous les psychiatres sont comme vous, OK? À partir du moment qu'il est dans votre bureau, puis qu'il y a un suivi, il va en avoir moins dans les salles d'urgence en psychiatrie. Définitivement. Moi, ceux qui m'inquiètent, c'est ceux qui n'en ont pas de psychiatre. Les nouveaux, là. Oui. Eux autres, là, avant d'avoir un psychiatre, bonne chance, hein? Moi, j'ai eu tantôt quelqu'un qui m'a écrit en privé. Oui. Son jeune homme, je m'excuse, son fils, un jeune homme, début vingtaine, grosse peine d'amour. Oui. Crise d'anxiété,
On le sait que le suicide, les jeunes hommes, les peines d'amour, malheureusement, ça en fait partie. Il y en a qui passent pas par-dessus. Pour d'autres problèmes sous-jacents, on en fera une autre émission. Mais, elle s'en va à l'urgence. Elle réussit à l'amener. Rendue, elle voit les toqués, là. Là, rendue dans le bureau, le médecin pose la question, « Jeune homme, as-tu des pensées suicidaires? » Jeune homme, là, ça ne tente pas, là. Non. Il donne des activants, retourne à la maison. Ouais. Il y a un problème, là. Bon. Oui, il y a un problème de diagnostic, c'est pas facile. Alors, c'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas en santé mentale, on est en psychiatrie. Et c'est pas un domaine facile. Deuxièmement, trop peu de psychiatres, entre autres à Québec, se soucient de l'efficacité de leurs interventions. Tu m'as parlé tout à l'heure de patients qui n'ont pas de psychiatre. Si ta méthode de diagnostic et d'intervention est efficace, ça veut dire beaucoup moins de visites en clinique externe de psychiatrie et beaucoup moins d'hospitalisation. C'est ce qu'a souligné M. Beaumont. Il n'y a jamais personne, peux-tu croire qu'il n'y a jamais personne qui m'a demandé « Mayou, comment tu fais pour que tes patients soient moins réhospitalisés ou aillent moins souvent à l'urgence? » Je fais des choses. Ça fait 39 ans que je suis psychiatre. Moi, savez-vous quoi aussi? Oui. J'ai un autre doute. Puis là, c'est moi qui va vous vanter. Ça se peut-tu que, de par votre approche, vous êtes connu en plus dans les médias, etc., là, mais ça se peut-tu que les gens, quand ils arrivent dans votre bureau, ils vous font confiance? Bon, ça n'a rien à voir... Ce qui n'est pas... J'ai pas fini. Oui, je vous vante en plus. Oui, excuse-moi. Bon. Tu m'énerves. C'est que... c'est parce que moi, j'ai entendu... C'est parce que j'ai entendu des histoires, moi. Et j'en ai vécu des gens qui ont rencontré des psychiatres. Oui. Ils se sentaient pas écoutés. Ouais. Ils se sentaient pas crus. Ils se sentaient pas que leurs besoins étaient importants. Oui. Fait que dans ce temps-là, le patient, là, ben ça l'aide pas non plus à s'aider s'il fait pas confiance au psychiatre. C'est ça que je veux dire. Vous avez peut-être ça de plus aussi, là. Bon, ça n'a rien à voir avec la notoriété. Alors, ma façon d'intervenir, ça fait 39 ans que je fais de la psychiatrie et je suis à la radio depuis 1995. Sur une base assez fréquente. Là, oui, ça. Mais très peu avant, très peu. Alors, non, je veux dire, les patients vous faisaient autant confiance avant que de vous connaître via la radio. Exactement. Bon, okay. Ça ne change rien. Alors, oubliez ça. C'est votre attitude de base. Là. Oui, l'attitude de base était correcte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été très apprécié dans mon cours de résidence en psychiatrie à l'Université McGill. Et j'ai jamais parlé de ça, mais j'ai eu plusieurs feedbacks très agréables de mes superviseurs parce qu'ils trouvaient que j'avais une bonne attitude et qu'assez rapidement, les patients me faisaient confiance suffisamment pour me confier des éléments d'intériorité qu'ils ne confiaient pas à d'autres. Bon, tout ça pour te dire que oui, il y a des attitudes humaines importantes. Ensuite, il y a la compétence diagnostique et il y a la compétence du traitement. Et c'est ça qu'à Québec fait défaut. À Québec, dans certaines régions, on n'utilise pas suffisamment les antipsychotiques en injection. Un nouveau problème qu'il faut associer à notre discussion, c'est les amphétamines puis la poudre, surtout les amphétamines et les psychostimulants de toutes sortes qui provoquent définitivement des accès psychotiques chez ceux qui en ont la génétique. Et là, je ne parle pas du cannabis parce que c'est controversé. Les amphétamines, le PCP, la cocaïne, l'ecstasy, quelqu'un qui a déjà fait la schizophrénie, et encore ce matin, là, téléphone, un individu qui fait de la schizophrénie, puis il s'en va, ses chums lui donnent des amphétamines. 3-4 comprimés, puis en dedans de 1 heure et demie, il est complètement désorganisé, délirant, psychotique. OK. Donc, on va s'arrêter, on va aller à la pause. Oui. Mais là, ce qu'on demande aux auditeurs aujourd'hui, c'est, on aimerait parler à ceux qui ont une maladie mentale ou un proche. Proche, là. T'sais, avez-vous accompagné un proche pour rencontrer un psychiatre, pour aller en urgence psychiatrique? Et vous en êtes où? Comment vous... Moi, je veux savoir. Puis là, aujourd'hui, on s'inquiète de Québec, mais nous, on a la chance de diffuser partout au Québec. Fait que moi, j'aimerais ça tâter le pouls, là. Tu sais, tâter le terrain, comment on dit ça, pour savoir au Québec, c'est quoi la situation. Sentez-vous que c'est une priorité?
Sentez-vous que les problèmes de santé mentale sont une priorité au Québec où vous vous sentez mis de côté, pas d'aide adéquate? Comment vous vous sentez dans notre système de santé québécois avec un problème, je vais dire, maladie mentale? Oui, trouble mental oui, c'est ça. trouble psychiatrique. Exact. Utilisez le vocable que vous voulez. C'est ça. J'en profiterai pour dire qu'en changeant le vocable de psychiatrie à santé mentale, on a cessé de consulter les psychiatres pour élaborer les politiques. Et ça, Hubert a raison là-dessus. OK, je comprends. Des fois, les petits, hein? Des détails. Ouais. On va à la pause, on vous parle au retour. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On veut connaître votre expérience avec la psychiatrie. Est-ce que vous avez accompagné des proches? Est-ce que vous-même, vous êtes passé par là? Est-ce que vous êtes senti soutenu? C'est vraiment vers ça qu'on veut aller ce matin. Je vais vous lire un exemple. Oui. On a reçu un message de l'Outaouais. José, avant de lire le message, petite parenthèse. Après vérification, Hubert Walleau est né à Valleyfield d'un père belge et d'une mère québécoise. Alors, je rectifie. Il y a des données avant que quelqu'un nous écrive. Deuxièmement, l'ancien Robert Giffard, Saint-Michel-Archange, initialement, il y a longtemps, pour nos ancêtres, Robert Giffard est maintenant la nouvelle dénomination qui n'est pas évidente. L'Institut universitaire en santé mentale de Québec a été refourbi, comme tu n'as pas idée. Alors, s'il vous plaît, ne craignez pas d'aller visiter l'endroit lorsqu'il y a des levées de fonds pour la Fondation. J'y suis allé, j'ai été 6 jours, j'avais été condamné par un comité de discipline à faire un stage en psychiatrie, compte tenu que j'étais votre punition. un ignorant notoire. Alors, j'ai choisi Robert Giffard. Et à ma grande surprise, il y a des départements qui ont été rénovés. Entre autres, une unité de soins palliatifs à Robert Giffard. Impressionnant. C'est beau, c'est propre, ça sent bon. Alors, c'est pas l'image qu'on s'en faisait. Non, on arrête là. Alors ça, c'est important de le dire au public. Ouais. Bon, ceci étant dit, t'allais? Mais on veut vos Là, histoires. je me tais. Oui. On en a une ici, elle dit « Quand j'avais 14 ans, j'ai fait une tentative de suicide en avalant une bouteille entière de médicaments. On m'a apporté à l'urgence, j'ai été hospitalisée puis transportée à l'hôpital psychiatrique pour une consultation avec un psychiatre. Lors de l'entretien, il m'a demandé si j'entendais des voix. J'ai répondu non. L'entrevue a duré maximum 15 minutes. Personne m'a demandé mes motivations à faire ce que j'avais fait. J'ai jamais été rencontrée par un travailleur social après. En plus, aucun soutien n'a été apporté à ma mère et son conjoint et eux, avec leur manque de compassion, m'ont reproché de leur avoir fait vivre ça à mon retour à la maison. Ils m'ont même dit que j'étais chanceuse de revenir avec eux car ils ont songé à me mettre en famille d'accueil. Ma tentative de suicide était plus un cri pour de l'attention de leur part que de motivation réelle de mourir. Leur réaction m'a montré à quel point j'avais ce genre de parents et à qui j'avais affaire et mis le ton à notre relation pour le restant de nos jours. J'ai maintenant près de 30 ans et nous sommes distants et je garde mon enfant à l'écart d'eux. Oui. D'ailleurs, dans l'énoncé, la menace de placement en famille d'accueil après une tentative de suicide de leur fille nous indique en bonne partie l'origine du problème. Oui. Elle n'est pas acceptée. Oui, exact. Tu sais, attendre Mais à de se 14 suicider, ans, là... on va te placer dans une famille d'accueil. Alors, pour des raisons X, cette mère-là était débordée. C'était-tu un nouveau conjoint ou le père? J'ai pas remarqué. Là. Attends un petit peu, là, je vais retourner. En tout cas, peu importe. C'était... bon, là, c'est à ma mère et son conjoint. Oui, OK. À ma mère et son conjoint. Et, madame, je soupçonne qu'à 14 ans, vous étiez belle comme un cœur. Problème, souvent origine Non, de mais là. est-ce que, tu sais, 15 minutes, parle, Ben fait oui. exprimer 14 ans, s'il y a un problème, la famille d'accueil, finalement, est peut-être nécessaire, là. Tu sais. Non, mais je pose la question. Tu sais, on en a un ici. En mai 2015, je me suis présentée à l'hôpital. En entrant, j'ai avisé l'infirmière que c'était aujourd'hui que je me suicidais.
J'étais en psychose depuis 1 à 2 mois à cause d'une consommation excessive de pot. Je croyais que j'avais le sida et même après 4 tests d'ITS négatifs, j'y croyais toujours. Ils m'ont donné une jaquette, je me suis retrouvée dans une pièce qui avait l'air d'une cellule de prison. Tout était fixé au sol et au mur. Un médecin est venu me voir pour poser quelques questions. En après-midi, j'étais sortie avec une prescription d'Effexor et d'Ativan. Je n'ai reçu aucun suivi. Sais-tu qu'est-ce qui me frappe là-dedans? C'est épouvantable. J'ai parlé tout à l'heure de compétences diagnostiques et compétences dans le traitement. Dans le cas qui vient d'être cité, je remettrai en question la compétence diagnostique et la compétence dans le traitement. J'en dirai pas plus parce que nous sommes à la radio. J'ai pas nommé l'hôpital non plus pour pas qu'on reçoive des plaintes. Oui, d'aucuns auront compris mon interrogation. On va faire attention à ça aujourd'hui. Oui. On nommera pas de psychiatre, on nommera pas d'hôpitaux. À part Hubert. Hubert Non, ben... fait les manchettes, page 3, et ça donne que je l'aime. Alors, c'est pas un ennemi, ça part bien. Bel adon. Ici, on a diagnostic bipolaire en 2008 à 32 ans, tentative de suicide, ne sachant pas ce que j'avais. Entrée, sortie plusieurs reprises pendant 2 ans à l'hôpital, prenais pas de médication. Après acceptation, repris en main et ma vie est parfaite. Travail et enfant que j'avais perdu. Tout a repris son cours. Vois juste 2 fois par année ma psychiatre. Une chance que j'ai eu leur aide car il y a des moments où j'étais seule. Dépression, un fardeau, je me sentais. Bonne chance à tous, il y a de l'espoir. Oui, il y a des cas qui tournent bien pour toutes sortes de raisons. Ah non, on les veut, eux autres aussi, là. Oui. Aujourd'hui, on va parler avec Natacha qui nous appelle de Québec. Oh, savez-vous quoi? Natacha, je vais vous demander de patienter parce qu'il est déjà 9h56 puis pour pas qu'on coupe ce cours. Fait qu'on va aller à la pause, Natacha, puis on va vous parler ensuite. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de lire des messages. Téléphonez-nous, ça va être intéressant d'en parler avec vous aussi. On veut savoir votre expérience que vous avez eue en psychiatrie. Est-ce que vous avez eu à consulter pour un proche, pour vous-même? Comment ça s'est passé? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez reçu comme service, comme écoute, comme traitement? Alors donc, vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Nous avons Natacha qui est là. Bonjour, Natacha. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, On vous écoute. Natacha. Oui, en fait, moi, j'ai été hospitalisée en psychiatrie pendant 2 semaines. Oui. En fait, je vivais une rupture amoureuse assez difficile, en fait, avec le père de ma fille. Et en plus, une rupture. Ça faisait longtemps qu'on s'était laissés, sauf que c'est ça. Je venais de rentrer un nouveau conjoint dans ma vie et ça n'a pas fait son affaire à monsieur. Alors, c'est ça, je me suis fait mener à me harceler matin, midi, soir. Tu n'auras pas ta fille, va pas chercher ta fille, tu ne l'auras pas. Tout le temps. Fais plaisir à la planète, la prochaine fois, manque-toi pas. Je faisais mon cours de cuisine dans ce temps-là et je m'étais coupé le poignet sans faire exprès avec une machine. Alors, la prochaine fois, manque-toi pas. C'était plus vivable. Vraiment plus vivable. Il y a combien alors, de temps, j'ai Natacha? plus le nouveau conjoint. Attendez un petit peu. Ça, c'est en 2012. Et vous avez quel âge présentement? Présentement, j'ai 32 ans. Oh boy. Ouais. Il y a 6 ans, vous n'étiez pas vieille, vous? OK. Non. Alors, oui. Alors, c'est ça. J'étais dans mes cours. Oui. J'étais plus capable d'aller à mes cours parce qu'il me martelait durant mes cours. Va pas chercher ta fille ce soir, tu l'auras pas. Alors, je suis allée voir le médecin parce que je ne dormais plus, je ne mangeais plus. J'étais plus capable de fonctionner tellement qu'il n'arrêtait plus. Alors, elle me prescrit un médicament pour dormir. Elle me dit, avec ça, tu vas voir, tu vas bien dormir, il n'y a pas de problème. Alors, moi, la peur me accompagnait, me dit, bon, OK, je vais être capable de me réveiller le lendemain matin pour ma fille. Ma fille va se lever durant la nuit et être capable de me réveiller. Oui, vous avez... Oh, vous êtes sage. Alors... J'entends pas ça souvent, ça. Oh, et la normalement, petite... on peut protéger notre enfant, alors on... Oui, attendez un petit peu, Natacha. Et la petite avait quel âge à ce moment-là, lorsque la médecin vous propose des somnifères? Elle a 5 ans. OK, une enfant de 5 ans dans la maison et vous êtes seul avec elle? Oui. Et la médecin vous paye la traite aux pilules, aux somnifères, sans vous dire jusqu'où
quel effet que ça va avoir sur vous? Allez-vous être capable de vous réveiller? Oh là là! Oh! On appelle ça de la sagesse, Natacha. Continuez. Et elle me prescrit aussi, en fait, de quoi qu'elle m'a dit que ça allait m'aider pour l'anxiété, me calmer, puis être capable d'aller à l'écho. Alors... Attendez, elle vous prescrit quoi? Qu'est-ce que vous avez eu comme somnifère? Celexa. Ouais, un antidépresseur. Oui. Oui. Alors, elle vous donne un somnifère, un antidépresseur, et vous êtes seul avec une petite de 5 ans. Oui. OK, on continue. Alors, j'appelle ma mère pour lui demander de prendre en charge ma fille le temps qu'on sache comment je vais réagir là-dessus. Ma mère ne pouvant pas. La dernière option, c'est le père de ma fille. Alors, j'ai pas le choix. Alors, je me dis, il va arrêter de marteler, il va pouvoir prendre soin de sa fille. Attendez un peu, là. Aviez-vous discuté de ça avec la fameuse médecin? Que ces pilules vous mettaient dans une situation extrêmement précaire face au père de votre fille, qui vous harcelait déjà? Non. Est-ce qu'elle vous a questionné là-dessus? Oui, elle savait que je me faisais harceler. Et, la seule chose qu'elle m'a conseillé, c'est d'y laisser la garde de la petite le temps que je chasse. Comme ça le calmerait. Je vous crois, Natacha, mais c'est une situation quasiment invraisemblable. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Alors, attendez un peu. Cette femme-là, c'est une médecin généraliste ou psychiatre? Ah non, généraliste. Médecin de famille. Pour celles qui écoutent, pour les médecins de famille qui écoutent, écoutez bien ce que Natacha dit. La recommandation médicale du problème social est extrêmement discutable. Et je me retiens. Puis comment vous en êtes sortie, Natacha, de tout ça? En fait, j'ai fait... j'ai fait une petite pause. J'ai fait Combien de temps après avoir commencé le Celexa, vous avez fait une psychose? Ça n'a pas été long. Ça n'a pas vraiment été long. Ça a été à peu près 2-3 semaines. 2-3 semaines après le début du Celexa, vous faites une psychose? Oui. Le Celexa, puis le somnifère qui me faisait dormir. C'était quoi le somnifère que vous avez pris? Je m'en souviens pas. Non, il n'y a pas de somnifère qui peut déclencher une psychose. Le Celexa peut déclencher une psychose. Voyons. Ils donnent ça pour les patients là, qui sont angoissés, en gros. Là, ils ne mettent pas la langue. Ativan? Oui, merci. Ativan sublingual? Non, ça ne provoque pas de psychose. Aviez-vous déjà fait une psychose auparavant? Jamais. Alors là, le Celexa vous a envoyé en orbite. 2 semaines d'hospitalisation en psychiatrie. Oui. Disons que les choses vont pas bien du tout, là, Natacha, n'est-ce pas? Non, ça va pas bien du tout. Je suis, comment dire... Est-ce qu'à l'hôpital, ils ont fait le lien? Vulnérable. Oui. Est-ce qu'en psychiatrie, vous avez été vu par un psychiatre? Ça a été long. En fait, parce que... Est-ce que le psychiatre a fait un lien? Est-ce que le psychiatre a fait un lien entre la possibilité de psychose causée par le Celexa? Avez-vous entendu parler de ça? Oui, il y a un psychiatre qui m'a dit qu'il avait déjà vu ça. J'ai été évaluée par un autre psychiatre qui n'avait jamais vu ça. Alors, malheureusement, j'ai tombé sur le psychiatre. Natacha, on va régler ça vite. Pour le psychiatre qui n'a jamais vu ça, vous lui direz la prochaine fois de regarder dans le manuel des pilules. C'est marqué. Dans la monographie des antidépresseurs, c'est marqué que les antidépresseurs peuvent provoquer une psychose. OK. Mais je ne rentrais pas dans la tranche d'âge, apparemment. Oui, Natacha, merci d'avoir appelé, d'avoir partagé votre expérience personnelle en toute sobriété, qui n'est pas anecdotique. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui ont passé par le même chemin que vous. Et à s'informer collectivement d'attitudes contre-productives de la part de certains médecins, on va peut-être les aider, les inviter à être plus sages. Merci, Natacha. Merci. Bonne chance pour le futur. Ouais. C'est quasiment épeurant quand tu entends ça. Ben oui, ça arrive. Écoute, c'est pas le premier cas, là. Tu sais, je lis ici sur texto, là, Femme 44. Oui.
Ma fille de 18 ans a fait une tentative de suicide au Tylenol pour laquelle elle a été hospitalisée environ 4 jours. Suite à cela, quelques mois plus tard, elle sent qu'elle sombre dans ses idées noires à nouveau. D'elle-même, elle se présente à l'urgence, mentionne les pensées suicidaires. Le médecin lui dit qu'il s'agit seulement d'anxiété, la retourne chez elle. Je n'ai pas compris qu'il l'ait traitée avec cette nonchalance. Mais selon vous, tu sais, quand t'es parent, là, tu dois prendre ça vraiment très au sérieux, là. Mais selon vous, est-ce que quand quelqu'un se présente avec des idées suicidaires, ça devrait-tu être une hospitalisation automatique ou bien... Pas nécessairement. OK. Bon, important de dire que le taux de suicide est plus élevé, c'est la principale cause de mortalité chez les hommes jeunes, chez les jeunes hommes. Cependant, j'aimerais rappeler à nos auditeurs que les idées suicidaires et les tentatives de suicide sont nettement plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. On entend seulement parler des tentatives qui se soldent. Je n'ai pas dit qu'ils réussissent. Des tentatives qui se soldent par un suicide parce que les hommes prennent des moyens beaucoup plus létaux, comme pendaison. Les femmes prennent d'autres moyens. Et comme là, les pilules, là. Comme les pilules. Et à ne pas prendre... beaucoup de médecins prennent ça à la légère. C'est rien que des pilules. Non. Cette personne-là est en détresse. Oui, mais ça fait 3-4 fois. Tu sais, il y a une espèce de... Souvent, il y a une nonchalance qui s'installe. Bon, chers médecins d'urgence, il y a des psychologues, il y a des travailleuses sociales. Une jeune de 18 ans qui vous arrive avec une histoire comme ça, tu sais, mais il y a certaines urgences qui ont des équipes d'intervention en santé mentale. Je déteste l'expression santé mentale. Des équipes d'intervention de crise psychologique, de crise, ou des équipes d'intervention de détresse. Ici, j'ai l'information devant moi qui vient de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Oui. Comme quoi, le nombre de suicides, tu sais, on parlait de la dépression, là. Le nombre de suicides reliés à la dépression dépasse le nombre de décès sur les routes du Québec. Ben oui. C'est la principale cause de décès chez les hommes jeunes. C'est 950 par année. Le nombre de suicides reliés à la dépression. On dit qu'environ 80% des gens qui se sont suicidés souffraient de dépression. Bon. Il y a environ 1000 suicides par année au Québec, bon an, mal an, depuis déjà pas mal de temps. Et c'est multifactoriel. Alors, d'attribuer tout ça à la dépression, non. La schizophrénie, pas traitée. Et ou accompagnée de maudites drogues psychostimulantes. Et ça conduit à la mort chez beaucoup de jeunes hommes. Et je le dis sobrement, écoutez, c'est important qu'on le réalise, les amis. La dope, là, c'est pas une joke. J'ai toujours été en faveur de légaliser la dope, mais ça veut pas dire que c'est fait pour tout le monde, là. Ouais. C'est comme l'alcool, c'est pas fait pour tout le monde. On va aller au téléphone, on va parler avec Mario, qui nous appelle du centre du Québec. Bonjour, Mario. Bonjour, José. Bonjour, M. Maillot. Mario. Bonjour. J'écoutais l'émission ce matin et puis ça m'interpellait beaucoup parce que vous avez parlé dans des débuts d'émission concernant des mauvais diagnostics ou des bons soins ou des mauvais soins. Moi, j'ai expérimenté dans ma vie en 2003 pour la première fois un hôpital concernant une demande d'aide. J'avais eu une poussée suicidaire et je m'étais présenté moi-même à l'hôpital à l'époque. Oui. Et j'avais eu un très bon service. J'avais rencontré plusieurs psychiatres et le diagnostic avait été donné comme une dépression du temps des fêtes. C'était mon premier Noël sans ma fille. Et je l'acceptais pas, puis de lui faire vivre ça. Donc, ils m'ont laissé sortir au bout de 6 jours, que j'ai été hospitalisé. Très bons soins, vraiment professionnels. Les gens qui ont parlé avec moi, ils ont cherché de fond en comble. Ça a super bien été. Très positif. Jusqu'en 2011, c'est-à-dire que je rencontre, suite à une histoire de ma vie qui est arrivée, on m'a obligé de passer une évaluation psychologique. C'était par le directeur de la protection de la jeunesse. Et il y a un imbécile qui est allé me mettre une maladie psychiatrique qui n'existe pas. J'étais un délirant persécutoire grandiose. Parce que j'avais expliqué un complot de 2 ex et puis comme quoi qu'il y avait un pédophile qui était retourné avec ma fille. Puis là, il disait que je délirais, puis blablabla.
Et j'ai eu par après une troisième expertise qui est faite par vous. Et je tiens à vous en remercier publiquement, M. Mayou, parce que vous m'avez apporté un soutien, comment je dirais, une écoute extraordinaire. Il y a des gens qui vous connaissent pas dans votre bureau, ceux qui sont vos patients. Mario, mettez-en pas trop. Non, mais je veux vous dire, pas trop. là, c'est grâce à vous, c'est aujourd'hui. Oui. Alors, Mario, Ben, il y a plusieurs de vos affirmations qui se sont avérées éventuellement. Il s'agissait d'être patient. Puis effectivement, il y a du vrai dans ce que vous dites. Alors, Mario, bye. Les flatteries une autre fois. Pas sur la place publique. Trop de vantardises aujourd'hui. Bon, là, oui, là. Écoute, faut que je passe par la porte du studio, mais en sortant tout à l'heure, là. On va continuer. Merci, Mario. Avec François qui nous appelle de Lévis. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, François. Bonjour, Doug. Bonjour, José. Moi, je vous appelle parce que j'ai eu un père qui avait des troubles de maladie mentale, un joueur compulsif et toxicomane. Oui. Vers la fin, je dis vers la fin là, parce qu'il s'est enlevé la vie. Là. Oui. Mais vers la fin, il y avait une prescription d'oxycodone parce qu'il y avait des troubles, il y avait des maux de dos. Oui. Fait qu'il y avait 150 oxycodones de prescrits par mois et 30 Effexor. Oui. Et vers la fin, il faisait part de ses envies là, de s'enlever la vie, puis qu'il voyait, il y avait des idées noires. Et malgré tout ça, le docteur continuait de prescrire ses 150 oxycodones, puis le pharmacien il remettait quand même ses prescriptions. Je trouvais ça juste étrange, tu sais, qu'avec un diagnostic de maladie mentale, de pensée suicidaire, qu'il se remettre autant d'unités de pilules, d'oxycodone, tu sais, quand on sait que la dose létale, je pense que c'est peut-être une quinzaine. Oui. Avec l'oxycodone, oui, effectivement. François, vous savez, sur ce point-là, je vais être tempéré dans le sens suivant. Mon expérience de psychiatre après 39 ans, lorsqu'on enlève différents moyens à quelqu'un qui est activement suicidaire, habituellement, il en prend un autre. OK, d'accord. Alors, moi, au lieu de limiter les prescriptions, je revois mon patient plus souvent et j'essaie d'établir un contact avec lui et j'essaie de voir avec lui s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire pour soulager une partie de sa détresse. Et savez-vous une chose? J'ai l'impression que c'est plus efficace que de commencer à prévenir à la pièce des possibilités de suicide. Comprenez-vous mon point? Oui, très bien, ça fait du sens. Dans le fond, c'est qu'il y a... Je voulais juste partager ça avec vous. C'est pas immanquable. Écoutez, j'ai perdu quelques patients par suicide, mais je pense que j'en ai perdu moins que d'autres confrères. D'accord. Mais regarde, c'est ça. Dans le fond, la qualité du médecin, des fois, fait en sorte que ça peut éviter des drames. Vous m'ouvrez une porte et j'essaie d'établir un contact avec un proche bienveillant. Oui, OK, j'aurais aimé avoir ce contact-là à ce moment-là. Oui, j'essaie d'établir en plus. Ça, c'est des... Ouais, ça doit faire une différence. C'est ça. un petit secret que je fais, ça, que je partage pas trop. Ouais. Ça augmente l'efficacité. Avec un proche bienveillant, ça devient comme une alliance. Et la personne en détresse, dans bien des cas, va voir sa détresse diminuer parce qu'ils sont moins seuls. L'humain est un animal grégaire. Il a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un de proche. Pas tout le monde. Ça implique l'autre personne aussi. Ben, OK, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, puis vous savez, il y a des psychiatres. On m'a confié tellement de fois qu'il y a des psychiatres qui ne voulaient jamais rencontrer au moins un proche des patients psychiatriques. Je trouve ça épouvantable. Je le dénonce calmement sur la place publique. C'est de la mauvaise pratique psychiatrique. François, merci de votre appel. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. On va aller à la pause. Quelles ont été vos expériences avec la psychiatrie par texto, par téléphone? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, question pour vous. Oui. Ici, on a quelqu'un qui dit qu'il y a un enfant adulte qui a des difficultés.
Il me demande souvent de l'aider, mais ça se termine toujours par des crises agressives. Il travaille, fait de très bons salaires, mais il me demande sans cesse de l'argent. J'essaie de savoir pourquoi. La drogue, le jeu, et quand je le questionne, il se fâche. J'ai vraiment tout fait pour lui. Lorsque je me décide à lâcher prise, il revient à la charge pour me culpabiliser. Il a sans cesse des hauts, des bas. Je soupçonne un problème de bipolarité. Quoi faire pour l'aider? Je suis en train d'y laisser ma santé. Oui, une femme. C'est une dame qui nous écrit? Oui, ben je dis oui. Oui, c'est probablement une mère. Et non, regardez, il ne peut pas être psychotique et continuer à travailler. Alors, c'est extrêmement rare que quelqu'un qui est psychotique garde son travail. Parce que tous ceux qui perdent contact avec la réalité ont des troubles de concentration. Ils ne peuvent pas travailler. Okay. Alors, s'il travaille et vous tête de l'argent puis il se fâche, il y a un problème soit de jeu ou de cocaïne ou de crack ou quelque histoire comme ça. Alors, madame, je vous suggérerais de vous entourer lorsqu'il s'annonce et possiblement aller voir un avocat puis lui faire servir une lettre à l'effet qu'il ne doit plus se présenter chez vous. C'est pas drôle d'agir comme ça. Il y va de votre sécurité. Tu sais, il y a des colères. Ça doit tellement être dur pour des parents. Il y a des colères que j'accepte pas. Alors, mon casse, tu te fâches, t'intimides ta mère? Non. Non. Tu peux reprocher des choses à ta mère, tu peux lui demander des affaires, mais te fâcher, lui faire peur, elle en a peur. Là. La raison pour laquelle elle nous écrit, c'est qu'elle en a peur. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure, moi, des truands qui font peur à leur mère. J'aime pas ça. J'ai beau être psychiatre, j'aime pas ça. C'est plein. Il y en est arrivé des drames en plus. Les maudits drogués sont souvent comme ça. On va au téléphone, on s'en va en Beauce. On va parler avec Marie-Josée. Bonjour. Bonjour. Marie-Josée. Oui, bonjour. Je ne pose pas de diagnostic parce que je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, mais je vis avec quelqu'un, je suis en séparation là présentement, puis il me met des bâtons dans les roues, puis j'ai consulté un avocat, j'ai consulté un médiateur, j'ai consulté un conseiller financier, ils disent toutes la même chose. Son raisonnement, il va avoir de l'argent, puis c'est pas justifié. Puis il y a eu des comportements au préalable, là, je suis avec depuis 5 ans, puis j'ai fermé les yeux sur certains comportements. J'aurais pas dû fermer les yeux. Comme quoi? Je ne sais pas quoi faire. Quel comportement vous avez décidé de taire, de vous taire? Alors, quels sont ces comportements? Écoutez, il faudrait que je fasse une liste des comportements. Non, les pires. Ceux Non, qui vous des viennent choses. à la tête, là. Oh, oui, ceux qui viennent là, le plus rapidement. Les pires. Des fois, il est assis, là, puis les yeux vides, il y a les yeux dans le vide, puis je lui parle, puis je lui pose une question, il ne répond pas, il n'y a pas de son, pas d'image, là. Bon, OK. À part ça. Ça, c'en est une. Il y a quel âge, cet homme-là, là? Il va avoir 40 ans. Oh, il est pas vieux. Il est pas vieux pour avoir les yeux vides. Continuez. Quoi d'autre? Est-ce qu'il a déjà tenu des propos, des propos qui n'avaient pas d'allure? La ligne, là, mais j'aimerais ça pouvoir en dire plus. Oui, mais, vous avez quel âge, Marie-Josée? Moi, j'ai 53 ans. Bon. Alors, vous avez rencontré ça où, ce genou-là? Sur Internet. Sur Internet. Le sexe avec lui, ça disait quoi, Marie-Josée? Au début, c'était bien, très bien. Bon, au début, très bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Après combien de temps que le sexe s'est gâté? Excusez, j'ai... Après combien de temps? Au début, le sexe allait bien. Ça veut dire quoi, ça? Combien de fois par semaine? Puis... 1 à 2 fois semaine, des fois 3. Oh, 1 à 3 fois par semaine. Et comment était-il comme partenaire sexuel? Égoïste. C'est-à-dire? Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je me demandais de rentrer dans les détails. Ben voyons, c'est ça. Pourquoi vous appelez? Éjaculation précoce. Bon. Et boy, vous avez frappé le jackpot? Oui, oui. Bon, comment ça se fait que vous l'avez enduré 5 ans? Monsieur le doc, je me suis fermé les yeux. Puis, sincèrement, là,
On pense toutes que ça va changer, mais ça change pas, ça Bon. l'empirie. Alors, Marie-Josée, le dernier partenaire sexuel que vous aviez eu avant lui, ça remontait à combien de temps? Et Caroline de Bine, c'est des aventures que j'ai eues. Oui, puis ça a tourné comment, les aventures que vous avez eues? Non, ça a tourné. Il n'y a rien eu. Avant, là, significatif, j'étais mariée 15 ans. Oui. Mais combien qu'il y a eu de temps entre votre mariage puis le gars de 40 ans? 10 ans. Pendant 10 ans, il y a eu combien de partenaires satisfaisants? Satisfaisant, je dirais 3, 4, à peu près. Mais comment ça se fait que vous ne les avez pas gardés? Ben, je sais pas. Ben oui, mais un partenaire... Vous avez eu une leçon, puis là, j'en profite, là. Vous avez eu une leçon, vous, là. Un partenaire satisfaisant, avant de le flusher, on y pense 2 fois. Ah, j'ai pas flushé. Non, j'ai flushé pas, Doc. J'ai eux autres qui partaient, là, qui n'étaient pas intéressés. Mais comment se fait qu'il n'était pas intéressé par vous? Ben, je sais pas. Je me suis posé la question. Ouais, pas évident, hein? J'ai rencontré des psychologues. Je pense que j'ai grandi, mais ça n'a pas l'air, là, hein? J'ai peut-être pas compris le message encore, peut-être. C'est pas facile. Pas facile, Marie-Josée. Je vous taquine un peu en même temps. Vous êtes OK. gentille de Non, participer c'est pas à facile. l'exercice. C'est pas évident. Pas évident. Non. Pour une femme au Québec, de trouver un partenaire, un homme qui est moindrement viril, là, elle peut chercher un bout de temps. Des éjaculateurs précoces, il n'y en a rien qu'en masse. C'est pas une denrée rare au Mais Québec. Mais Doc, c'est pas vraiment là-dessus que je me questionne. C'est sur ses comportements un peu bizarres. Puis là, je vais embarquer sa mère avec ça. Il y a des contacts réguliers avec sa mère. Il est le seul. Il n'y a pas de père. Il y a une mère. Il n'y a pas d'amis. Il veut pas s'en faire. Il est très solitaire. Marie-Josée, pourquoi Oui. vous êtes demeurée 5 ans? Vous l'avez enduré, hébergé, nourri, logé, torché 5 ans. Marie-Josée. Mais moi, j'essaie pas de me trouver des raisons. Moi aussi, je me pose la question pourquoi j'ai fait ça. Mais là, je me réveille après 5 ans, là. C'est Bon, assez. parfait. Là, En avez-vous un autre en vue? Pas en tout. Vous faites quoi, là, avec votre sexualité? Excusez. Ben, voyons, je pense pas à ça. Moi, là, j'ai assez à m'occuper d'essayer de le faire sortir de la maison. Il veut pas sortir. Ah, je vais vous faire êtes... ça. Ah, Qu'est-ce que je vais OK. faire avec- Ah, OK. C'est correct. Vous êtes en séparation. Vous êtes Oui, en train de vous en oui. débarrasser, là. Ben, il veut, j'essaie. il veut veut de l'argent. pas. Non, regardez, dans votre cas, entourez-vous d'un bon avocat puis appelez la police au besoin. D'accord? Marie-Josée, est-ce qu'il est propriétaire de quelque chose chez vous? Ben oui, la maison. 50-50. Ah ben non, ben là, attendez un peu, là. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est plus compliqué un peu, là. C'est quoi l'histoire de la maison 50-50? Ben, on est propriétaire d'une maison, tous les deux. Il est 50-50. Attendez un peu, vous, là, il est arrivé avec de l'argent? Ben oui. Ah, il a payé la moitié de la maison? Ben oui. Ah, ben là, Marie-Josée, oh boy. Ouais, à 53 Hey, ans, là, vous ouais. vous embarquez dans des maudites histoires, vous? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas la personne la mieux conseillée en ville? Non. Prochaine fois, y a-tu quelqu'un près de vous qui a un peu de jugement, qui va vous conseiller? Oui. Oui. OK. On Mais va là, se il est quitter trop tard, là-dessus. là, je suis Oui. dedans. Ben non, ben la C'est ça. maison va... C'est quoi l'idée, là? Ben, faut que vous sortiez un ou l'autre, puis que la maison se vende, c'est ça qui est l'idée? Non, l'idée, c'est que je reprends la maison. Mais là, c'est ça, il me met des bâtons dans les roues. Ben, Il ne veut pas sortir de la maison. Il dit, il n'y a pas un juge qui va accepter que je sac mon camp parce que je suis propriétaire de la maison. ben oui, mais Marie-Josée, il est propriétaire, vous êtes en copropriété. Vous parlez comme C'est si ça. vous étiez la propriétaire. Non, excusez, je me suis mal exprimée. Oui. peut-être, Alors là, il y a mais- quelqu'un qui va devoir vous conseiller comme il faut. 50-50, ça veut dire quoi? Une copropriété à 50-50, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on Oui. on a mis autant d'argent l'un que l'autre Ouais. dans la maison. Que vous n'avez aucun... Vous êtes habitué de bosser, vous, hein? Pourquoi vous dites ça? Mais Parce que vous n'avez pas compris ça.
Vous n'avez pas compris 50-50, ce que ça veut dire en copropriété. Ben oui, j'ai compris. Vous Ça veut avez dire qu'il y a autant de droits. Non, Voilà. Vous en avez autant pas plus. de droits que moi. Oui. Mais là, c'est ça. Vous vous êtes Et mis là- dans le trouble. Alors, suivez les conseils de votre avocat. Probablement que ça va aller vers une vente ou bien vous l'achetez à son prix, lui vous achète à votre prix ou bien vous mettez la cabane en vente. Ben oui, on est rendu là. Ben oui, tout à fait, je sais. Mais de quoi vous vous plaignez? Ben là, non, je me plains pas. Ce que j'essaie de... Non, c'est parce que vous voulez la maison. Vous aimez la maison puis vous voulez la garder. C'est ça Je l'affaire. voulais pas... Vous pouvez pas poser un diagnostic vous pouvez pas poser un diagnostic d'un homme que vous voyez pas. Vous Marie-Josée, Mais- le problème n'est pas là. Vous êtes mis le doigt dans l'œil. Lâchez-moi le diagnostic de votre coco. Ouais, non. Reconnaissez votre erreur et je vais faire un Jésus-Christ de moi. Allez et ne pêchez plus. Ça va être enregistré, ça aussi. Je vais faire un Jésus-Christ de moi. Bonne chance, Marie-Josée. Merci beaucoup de nous avoir Merci parlé. beaucoup. Bye, merci. Merci beaucoup. Mais vous conseillez pas ça, 50-50, une propriété? Ben oui, mais José, ça dépend avec qui, Baptiste. T'as-tu pensé, faut-tu prévoir en cas de séparation, qu'est-ce qui va arriver? J'ai pas de problème avec l'achat d'une copropriété, en copropriété, mais on prévoit tout de suite dans le contrat d'achat, dans la copropriété, s'il y en a un qui veut sortir, comment on va mettre fin à notre association? Un procès qui va coûter combien? 20 000, 25 000, 30 000? Prévoir la sortie. Quand on entre dans une piole, on regarde s'il y a une porte de sortie. On va à la pause, Doc. Ça va vite aujourd'hui, puis on a pris un petit peu de retard. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec le système de santé au niveau de la psychiatrie? Comment a été votre expérience avec un de vos proches ou vous-même? On va vous parler au retour de la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On a un message ici, Doc Mayou, par texto. Mes 2 parents ont fait un suicide commun. Mon père en est décédé et ma mère, nous avons réussi à la sauver. Hospitalisée aux soins intensifs 1 semaine, elle a été transportée à l'aide psychiatrique dans un hôpital un vendredi PM. Le lundi AM, elle avait son congé de l'hôpital. Quel âge? Est-ce qu'on a dit quel âge? Non. Oui, suicide commun, ça dépend de... Et ça ne sera pas si rare chez les personnes âgées. Il y a une augmentation du taux de suicide chez les personnes âgées. On n'en parle pas beaucoup. Alors, il y a 2 groupes d'âge où le taux de suicide est particulièrement élevé chez les êtres humains, chez les hommes jeunes et les personnes âgées. Alors, c'est pour ça qu'en partie, j'étais en faveur, je ne l'ai jamais tellement énoncé haut et fort, là, qu'il était important de permettre aux personnes âgées, dans certaines situations, de terminer leur jour dans la dignité, parce qu'autrement, ils se suicident. Et là, ça devient gênant socialement, parce qu'on ne connaît pas toutes les tenants et aboutissants. Mais là, il me semble que c'est vite, hein? Vendredi après-midi, Ouais, ben ça puis il ressort le lundi matin. Ça dépend. Non, pas de. Ça dépend. Ça dépend de. Chaque cas est un cas d'espèce, José. Chaque cas est une histoire très, très, très personnelle, individuelle, singulière. C'est jamais pareil. On va aller parler avec Michel. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Michel. Bonjour. Bonjour, Michel. Moi, je téléphone parce que je veux pas nommer l'établissement parce que respect, disons. Oui. Moi, mon mari s'est suicidé. S'est fait voler son identité. J'ai eu un 2e conjoint. Il s'est suicidé en 2011 pendant que j'étais à son service. Ma fille était aux soins intensifs pour suicide parce qu'elle aimait beaucoup, lui. Là, pour elle, elle disait, c'est trop. Le père, l'autre qu'elle aimait beaucoup. Et en 2013, elle s'est suicidée. Puis, il y en a 4 personnes dans la famille de mon mari qui se sont suicidées, toutes des jeunes de 30 ans comme ma fille. Oui. Et plus 2 adultes. Oui. Est-ce que c'est l'hérédité? Mais quand elle s'est suicidée, elle a laissé
11 pages de lettres. Oui. Elle parlait de l'institution que le psychiatre, je ne veux pas le nommer, il a dit, là, je suis tanné là, que tu viennes, là. Prends ça, puis va-t'en. Elle est allée se suicider. Donc, moi, j'ai consulté, je me fais suivre là, par un psy. Moi, c'est accepté. Moi, c'est pas héréditaire. Il n'y en a pas dans ma famille. L'hérédité, sur le bord de mon mari, je pense que ça joue, parce que 5, là. Mais le psychiatre que je suis en train de suivre, là, c'est... je suis assez bien, là. J'ai dit, toi, est-ce que tu dirais... Parce qu'ils m'ont hospitalisé, puis c'est la même... Ceux qui ont ce même psychiatre-là, ben, tu veux te suicider? Fallait. Ben, il y en a qui l'ont fait. 3. Oui. Bon. Michel, moi, j'ai dit... Attendez, OK. Regardez. Oui. 2 points. Oui, dans certaines familles, on remarque qu'il y a eu plusieurs personnes qui se sont suicidées dans la trentaine et moins. Alors, ça arrive. Je fais le lien particulièrement dans des familles affectées par la schizophrénie non soignée ou l'alcoolisme. Alors, c'est des 2 éléments qui semblent corrélés avec ça. Donc, il peut y avoir une certaine... Non, mais il peut y avoir de la maladie psychiatrique. Alors... Oui, mais c'est peut-être l'hérédité de la famille sur le côté de mon mari. Ça peut. L'autre point, il y a effectivement des médecins excédés, impuissants, et des psychiatres excédés et impuissants qui, à un moment donné, prononcent des paroles comme ça. Ça m'a été rapporté assez régulièrement dans ma pratique professionnelle. Parce que c'est un chef psychiatrique des autres psychiatres. Michel, et ça ne se fait pas. OK? Oui. On ne recommande pas, on ne provoque pas quelqu'un en lui disant fais-le. Tu veux le faire? OK? Merci beaucoup de votre appel, Michel. Merci. Il y a des proches qui l'ont déjà fait. Mais qu'un psychiatre le fasse, là. Des médecins, il y a des médecins de famille aussi. C'est arrivé. Alors, ça m'a été rapporté. Voyons, ça se fait comme pas. Il devrait être poursuivi. Doc Mayou, hein, t'es la personne en autorité qui est supposée être là pour toi, pour t'aider. Tu t'en vas dire ça. J'ai de la misère à croire ça, là. Mon opinion, c'est que ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. Et j'ai jamais dit à quelqu'un, dans un moment d'impuissance ou d'être excédé, si tu veux tant le faire que ça, fais-le. Tu sais, jamais. Jamais, jamais. Ça ne se fait pas. On va aller à la pause là-dessus. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut savoir qu'est-ce que vous avez vécu en lien avec notre système de santé, mais vraiment, on est spécifique là, concernant la psychiatrie. Quelles sont vos expériences? On va parler avec Élodia, qui nous appelle de Saint-Antoine-de-Tilly. Bonjour. Oui, bonjour. Élodia. Oui. Moi, j'aimerais ça partager quelques événements avec vous parce que je trouve qu'au niveau du système de santé, ça a beaucoup d'implications aussi au niveau de la famille. C'est comme, par exemple, un exemple personnel. Moi, j'ai eu une maman alcoolique qui était vraiment très, très malade. Et puis, attendez, Élodia, je vous arrête là. J'attire votre attention sur votre langage. Avez-vous dit une maman alcoolique? Oui. Est-ce que je vous ai bien entendu? Oui. Où est le problème dans cette expression-là? Le problème, c'est que je le dis avec affection malgré tout, parce que c'est une personne qui est malade, puis c'est pas parce qu'une personne est malade que ça veut dire qu'il faut qu'on la traite comme un déchet de la société. Donc, c'est une maman, oui, ça demeure une maman, même si elle a des problèmes de santé. Bon. Est-ce que... Elle a quand même mis des enfants au monde. Ça, on appelle ça une génitrice, chère Élodie. Oui, alors, vous avez eu une génitrice comme tout le monde. Avez-vous eu une mère et avez-vous eu une maman? J'ai pas eu une maman, mais j'ai une mère. Bon. Alors, pourquoi vous l'appelez comme ça? Pourquoi vous l'appelez comme ça? Vous vous mentez à vous-même. Pourquoi se monter des bateaux? Vous êtes toute jeune, Élodie. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Vous êtes trop jeune pour vous mentir à vous-même. Une maman alcoolique. Voyons, on s'en va où avec ça? Vous êtes orpheline de mère. C'est sûr.
Bon. Mais je vais en revenir avec le problème de santé. Continuez. Donc, le problème de santé, c'est surtout par rapport à la société, parce que les jeunes, je me suis rendue à 16 ans en appartement et on n'avait pas d'aide. Donc, ma mère venait à mon lieu de travail, souvent complètement bourrée d'alcool. Donc, elle criait après les clients dans le dépanneur. Admettons, je devais appeler la police parce que c'était à mon milieu de travail puis j'avais pas le choix. Et puis, le policier me rentrait dedans. Il me disait, mais voyons, comment ça, vous ne faites pas soigner votre mère? J'ai 16 ans, j'ai pas aucune aide. Comment je peux faire rentrer ma mère en thérapie? Puis c'est pas parce qu'elle a pas été en psychiatrie, parce qu'elle s'est même une fois, elle était tellement chaude qu'elle s'est endormie sur la 20, dans le sens contraire. Elle rentrait en psychiatrie, puis le lendemain, elle sortait, puis elle avait encore son permis. Donc, tu sais, puis les policiers nous rentrent tout le temps dedans, mais comment ça, vous laissez faire ça? Mais à 16 ans, qu'est-ce que je peux faire? À 16 ans, le système, même si elle rentre en psychiatrie, le lendemain, elle est ressortie parce qu'il considère qu'elle n'est pas un danger pour elle-même. Dans la plupart des milieux psychiatriques, l'alcoolisme n'est pas un problème psychiatrique. Il y a beaucoup de psychiatres qui ne veulent rien savoir des toxicomanies et de l'alcoolisme. Je vous le dis très clairement. Et ils ne vont prendre aucune mesure pour venir en aide à ces personnes-là. Mais à ce moment-là, on fait quoi au niveau du système? Parce que c'est les enfants, les familles qui je comprends très bien, mais vous ne pouvez vous ne pouvez pas interner quelqu'un à Don Rémy. Je ne crois pas. Mais comme vous, Élodie, vous n'aviez pas des adultes proches de vous qui auraient pu vous aider? Non, mes deux parents étaient alcooliques. Moi, je suis tombée à 16 ans. C'est ma soeur qui m'a recueillie à la maison. Elle avait 18 ans. Puis je suis arrivée chez ma soeur, j'avais 14 ans, parce que je voulais pas retourner en famille d'accueil. Donc c'est ma grande soeur qui a pris ma garde hier. Bon, Élodia, on va revenir sur maman alcoolique, là. C'est dangereux pour vous, ça, de vous mentir à ce point. Alors, c'est terminé. Vous avez une génitrice. Malheureusement, elle est devenue alcoolique. Vous avez eu un géniteur. Il est devenu alcoolique. Alors, vous êtes orpheline de parents. Et vous étiez orpheline à 16 ans, solide. Oui, et là, dorénavant, au lieu de penser aux autres, là, vous allez penser à vous. C'est ce que je fais. Et vous allez continuer. Mais ça m'intéresse de savoir comment vous allez, là. Je te dirais que ça va bien. J'ai fait mes études en musique. Ça a été plus long que prévu parce que j'ai dû terminer mes études à temps partiel puis travailler à temps plein pour pouvoir payer mon appartement avec ma sœur. Aujourd'hui, je suis rendue professeure de musique. J'ai 46 étudiants au travers de l'école. Je peux vous dire que je consomme pas l'alcool, très rarement. Et vous allez continuer à faire comme ça. Cheval, puis je ramasse mes sous pour avoir une belle maison. Puis, arrête de là, vous avez un cheval. Quelle race? Quelle race, votre cheval? C'est une American Paint. Oh, une American Paint. Vous faites quoi avec ça? Vous montez western? Oui, je monte western, oui. Oui, et vous faites quoi? De la promenade ou de la compétition? Oui, juste de la promenade. Je vous dirais que c'est mon gros bébé. Quand je veux décrocher, je m'en vais à l'écurie, c'était le management. Puis elle m'a appris beaucoup aussi dans la vie parce que quand on est victimisé jeune, on a besoin d'apprendre à développer son caractère. Élodia, vous venez de dire le mot magique. Vous avez été victimisé jeune, mais vous ne continuerez pas à vous victimiser vous-même. Alors, la maman alcoolique finit à tout jamais. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Bye. Merci, bye-bye. Merci, Élodia. J'aime ça, des histoires comme ça. J'aime ça de l'entendre, qu'elle va bien comme ça, puis qu'elle a pu quand même... Ça a été plus long, plus difficile, mais qu'elle a quand même trouvé sa place, puis... Oui. Mais avec un sapré crochet venimeux. Oui. Maman alcoolique. C'est venimeux. Puis on comprend très bien qu'elle n'a pas eu de mère, là. Et les alcooliques et les toxicomanes sont souvent maîtres dans l'art d'amener leurs proches dans le mensonge à eux-mêmes. Tiens, ils sont pas si innocents qu'ils en ont l'air. C'est pas gentil ce que je viens de dire là, hein? Mais pensez-vous que ça a changé? Tu sais, comme là, ça fait peut-être 15 ans, là. Là, une jeune de 16 ans qui est laissée à elle-même, avec une mère dans cet état-là, qui rentre en psychiatrie, qui ressort le lendemain. C'est encore comme ça? Ben oui. En 15 ans, ça n'a pas changé, ça. C'est même pire, parce que là, il y a tous les problèmes de la dope, là. La drogue, c'est pas anodin, là.
On a Ça, du c'est révoltant. pain sur la planche. Puis pourquoi ils ont tant de la difficulté à aider les alcooliques? Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas rien à faire? C'est quoi? C'est trop de troubles? Trop de... Non, ben là, c'est pas noble. Ah. Tu sais, c'est de l'ouvrage. C'est du travail. Puis, tu sais, aider les toxicomanes, puis aider les alcooliques, puis leur permettre une période de sevrage en milieu fermé, avant de les envoyer en Dorémy, pour ceux qui ne veulent pas y aller. Alors, moi, lorsque j'hospitalisais dans les années 80, j'hospitalisais beaucoup d'alcooliques, parce que j'avais fait ça dans les Forces armées canadiennes, à Halifax. Je les hospitalisais au moins un bon 3 semaines pour les sevrer comme il faut, avant de les référer aux ressources d'entraide. Et dans bien des cas, ça fonctionnait. Mais il y a des psychiatres qui ne trouvent pas ça noble. C'est quoi qui est noble? Là? C'est les grands problèmes? Non, même pas. Non, les petits problèmes. C'est pas fin, non. Voulez-vous que je change de sujet? Ça avait bien été. Là, on va continuer comme ça. L'émission est finie! Sauvé par le thème de l'émission! Les psychiatres ne sont pas un groupe uniforme, cher José. Bon, du cas par cas. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup à vous, Doc. Oui. Et merci à moi de sauver. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.